Manu, tu as plein de questions, je crois, pour Alexandre. Ah, ben un peu, mon neveu. Celle-là, elle était pour Julien. Alors, des questions, il y en a plein. Et je vais commencer par une question du COPIL, entreprise collective. Alors, leur question, c'est la suivante. Pourquoi RH signifie ressources humaines et non pas relations humaines? Bon, d'abord, merci pour cette question, parce que ça fait des années que je dis que ça ne devrait pas s'appeler ressources humaines. Ah, En fait, il y a une histoire à ça. D'accord. En fait, la RH, Ouais. ça vient de l'administration du personnel. D'accord. Et l'administration du personnel gérait des ressources humaines et s'assurait de les dénombrer, s'assurait de les rémunérer. Mais il y avait vraiment une notion, effectivement, très ressources, très usine. Très Ça vient de ce nom-là. quoi. D'où d'ailleurs, encore hier, une anecdote géniale, c'est qu'il y a quelqu'un qui était au juridique. Ouais. Et d'emblée, on pensait à elle pour devenir RH. Mais entre juriste et RH, aujourd'hui, il y a un monde. Il y a 20 ans, effectivement, il y avait cette notion d'administration et le juridique était omniprésent. Donc aujourd'hui, ce qui compte effectivement, c'est la relation humaine et c'est tellement vrai qu'il n'y a pas de talent intrinsèque. Combien de fois j'ai vu des gens s'éteindre dans une équipe ou se révéler dans une autre, pourtant ils étaient devenus ni plus intelligents ni plus bêtes. Ce qui compte, c'est d'établir ces relations et que dans ces relations, une nouvelle fois, l'alchimie prenne et que chacun se révèle. Donc ça devrait définitivement s'appeler direction des relations humaines. Ou Chief Happiness Officer. Alors, ça, non. Surtout pas. Moi, je suis contre ça parce que si tu t'es fait larguer la veille où ton gamin a eu le bac, Ouais. tu seras malheureuse ou heureuse. Et moi, employeur, je pourrais rien faire pour ça. Le bonheur appartient à une sphère qui est quand même plus privée. Le bien-être, par contre, je pense que c'est du domaine… Chief Bien-être Officer. Chief Bien-être Officer, ça sonne très mal, mais c'est plus juste. Bah voilà. Une autre question, Manu. Oui, une question d'Éric Tartamella. Alors, comment ça se passe quand on doit faire du management collaboratif en réunion Figital? Donc, Figital, il faut comprendre physique et digital, donc une mixité de collaborateurs en présentiel et en distanciel. Bon, je pourrais répondre vers à moitié plein. Ouais. Il commence à y avoir plein d'outils, lever la main, des salles de sous-commission qui sont créées avec les Teams, les Zooms et ainsi de suite. Donc en fait, on peut essayer de reproduire, peut-être même du point de vue logistique plus facilement, ce qu'on essayait de faire en présentiel. Ouais. Vers à moitié vide, le problème, c'est que quand on fait du collaboratif, on a besoin de sentir les gens. Et il est avéré que 70%, 60% de notre communication est non verbale. Ça veut dire que quand il s'agit vraiment de mettre un problème qui n'est pas forcément technique sur la table, mais plutôt relationnel, quand il s'agit vraiment de sortir des rails et de créer quelque chose, le digital, c'est pas évident, d'autant qu'on ne sait jamais si on doit regarder l'écran, on doit regarder les personnes. Donc, moi, je recommande le digital pour des réunions plus d'exécution, de points d'information. Quand il s'agit de crever un abcès, quand il s'agit vraiment de créer quelque chose, il faut essayer de trouver quand même le moyen de se réunir, même avec des masques à 3 mètres l'un de l'autre. Mais je suis encore, alors c'est peut-être mon vieil âge, mais je pense qu'il y a des situations qui nécessitent vraiment qu'on soit ensemble. Voilà, bientôt, on le fera. Certaines le font déjà, d'autres pas du tout en ce moment. Manu, une troisième question? Oui, tout à fait. Cette fois-ci, c'est Jean Malavergne qui nous pose cette question. Et il se demande comment transmettre l'envie de manager à des responsables de site qui n'ont pas forcément envie de le faire et pour que ce ne soit pas vécu comme une contrainte et jusqu'où on peut aller. Justement, d'en parler. Moi, je vais prendre un petit contre-pied là, mais je ne suis pas sûr que si les gens n'aient pas envie de manager, il faille les forcer. Ouais, en fait, le drame aujourd'hui en entreprise, c'est que le management est vu comme quasiment la seule promotion possible et reconnue dans le monde du travail. En gros, la réussite, c'est le nombre de personnes que l'on manage. Et moi, j'ai vu chez Talentsoft des gens que j'estime énormément, qui manageaient parfois jusqu'à 25 personnes, qui ont levé la main en disant « En fait, ce n'est pas mon truc. Je suis plus un contributeur individuel et là, non, ça ne le fait pas pour moi parce que trop de responsabilités, parce qu'en fait, je n'ai pas les qualités et qui sont revenus à la contribution individuelle. Et là, il faut valoriser ça. C'est simple. D'abord, aujourd'hui, il y a des filières d'experts où on peut grandir au travers de son influence par l'expertise que l'on développe. Ensuite, on peut être un excellent contributeur individuel et la personne qui porte un talent, quel qu'il soit, que ce soit un talent relationnel, un talent technique ou autre, qui fait qu'on a besoin de lui sur un ou des projets. Et donc aujourd'hui, la contribution, l'impact que l'on va sentir sur des projets, ça peut rendre des gens heureux. Et on mesurera, si besoin en est, la réussite de quelqu'un par rapport à l'aspect stratégique ou l'impact qu'il aura sur des projets. Donc il faudrait sortir de ce moule-là parce que franchement, le management, ce n'est pas l'unique voie pour être heureux en entreprise, quoi.
Ok, on retiendra cette phrase. Manu, tu as encore une question? Alors, ce n'est pas vraiment une question, là, c'est plus une sorte de cri du cœur de Gilles Rouche qui nous dit, alors je vous lis vraiment son témoignage. Cher journal, c'est pour moi une telle évidence, le résultat de mon changement de posture donne tellement de bonheur, de succès et de bien-être à tous, que je voudrais pouvoir secouer violemment tous ces patrons, DG et autres bardés de diplômes qui ont tant de mal à croire en leurs équipes. Aïe, alors, c'est pas une question de diplôme? Non, assurément pas. Moi, je reviens beaucoup sur les notions d'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, soit on a été élevé plutôt dans le respect, dans l'écoute des autres, et je pense que l'on soit diplômé, pas diplômé, on sera attentif, on sera vraiment moteur dans cette idée de créer ce puzzle dont je parlais tout à l'heure. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont été élevés d'une façon où ils se disent le but, c'est que je puisse, et je l'ai entendu encore hier aussi, réussir, c'est avoir des gens sous ses ordres et qu'ils exécutent ce que l'on a à faire. Et ça s'apprend, ça, ces qualités? Parce que tu dis c'est une question d'éducation, mais si on n'a pas reçu cette éducation, qu'on n'est pas dans cette culture, et je pense notamment aux cultures internationales, on n'a pas tous la même culture. Donc comment est-ce qu'on s'adapte finalement au sein de l'entreprise? D'abord, on peut utiliser le web, et Google, les plateformes pour autre chose que juste gaver de séries. On peut regarder des TED, on peut regarder des documentaires sur YouTube qui vont montrer, par exemple, qu'est-ce que l'école finlandaise, dont le but c'est de rendre les enfants heureux, pas de les former à des métiers. Et donc essayer de comprendre les valeurs qu'il y a derrière et petit à petit s'ouvrir à d'autres façons de voir le monde. Et quand on est en entreprise et qu'on ne peut plus retourner à l'école, je pense qu'il y a aussi une façon... Alors je pense que c'est le rôle des ressources humaines en l'occurrence, d'être un peu les garants d'une vision, d'une façon de travailler ensemble qui pourrait permettre aux gens d'évoluer. Et en l'occurrence, quand on voit des Jean Castex ou le président Macron dire « je ne sais pas, on va voir, on avance à tâtons », peut-être qu'on peut se dire que finalement, la personne sachante qui est aux commandes et qui a toutes les solutions, c'est fini, on n'est plus dans ce monde-là. Et quand tous les jeudis à 18h, on leur réentend qu'ils ne savent pas et qu'ils sont en train de chercher, je pense que le N+2 peut raisonnablement admettre qu'il ne sait pas non plus. Et donc, en fait, on est dans ce monde-là aujourd'hui. Il n'y a plus de solution évidente. Je ne parle même pas du développement durable. Donc, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas toutes les solutions. Mais que si on peut être la personne qui permet de construire un collectif qui fera émerger des solutions et des réponses nouvelles, alors on a peut-être une utilité. La co-construction, voilà. Manu, tu as une dernière question, et pas des moindres. Pas des moindres, parce que j'étais en fait en cuisine, donc il y a deux jeunes dirigeants qui passent pour se faire un gueuleton. Alors je les alpague, vous avez une question pour Alexandre? Ils me disent bien sûr qu'on a des questions. C'est bien sûr Aymeric et Julien qui ont une question. Alors on va peut-être commencer par la question d'Aymeric. Merci Manu. Je t'en prie. Merci Alexandre pour ces remarques. Moi j'ai deux remarques et une question en fait Alexandre. Déjà, je voulais saluer ta particularité capillaire que je te trouve tout à fait adaptée. Ensuite, je voulais surtout dire que le CJD, évidemment, on est au cœur ici du sujet du CJD qu'il traite au quotidien et vous dire qu'on est en train de mener des sujets sur le capital humain. C'est-à-dire comment est-ce que l'on pourrait aider, expérimenter en tous les cas la matérialisation de l'immatériel. Et on a des choses qu'on va vous proposer dans les semaines et mois qui viennent sur le sujet du capital humain qui, pour nous semble absolument fondamental dans les années qui viennent pour pouvoir faire en sorte de faire exister nos boîtes. Une question, oui, Alexandre, directement, qui m'inspire et qui me fait te dire aujourd'hui, quand tu es focalisé, comme tu l'es aujourd'hui et comme on l'est tous sur les compétences, est-ce que les sujets d'inclusion, d'égalité homme-femme sont encore des sujets, ont-ils encore du sens? Et si oui, comment est-ce que tu nous conseilles de les traiter? Alors, merci pour cette question, parce que malheureusement, oui, ça a du sens. On se dit qu'en 2021, ça devrait être derrière nous, ça ne l'est pas. On le sait que les hommes et les femmes ne sont pas payés à fonction égale de la même façon. Sauf chez Talentsoft, du coup. Non. Même pas pour une raison simple, c'est qu'il y a l'histoire de l'entreprise qui fait que souvent une personne, indépendamment de son sexe, n'est pas forcément payée de la même façon. Donc on effectue des rattrapages en permanence. Mais quand tu as été embauché en 2007, en 2015, en 2021, on ne disposait pas des mêmes moyens, donc tu n'as pas forcément le même salaire. Donc ce n'est pas simple à faire. Mais ça se traite et on opère les rattrapages et notre index est quand même plutôt bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la question des compétences. Et je vais volontairement parler d'un archétype. C'est un archétype, donc tu ne te reconnaîtras peut-être pas dedans et moi non plus. Mais quand tu ouvres un job à l'entreprise, naturellement, les hommes vont lever la main en disant ouais, tiens, ça c'est pour moi, je vais savoir le faire, et vont être plutôt outrés qu'on ne pense pas à eux pour le job.
Et les femmes vont dire, je ne suis pas sûr que j'ai les compétences nécessaires. Et ce côté un peu de sous-valorisation de la femme par rapport à un job donné, ça vient du patriarcat, ça vient de décennies où on n'a pas donné confiance aux femmes. Et c'est pour ça que la notion des quotas ne règle pas tout. Même si tu mets des quotas dans l'entreprise et que tu arrives à avoir 50-50, ce qui compte, c'est la culture qui va permettre ensuite à chacun de se développer vraiment de façon équitable et inclusive. Et ça veut dire qu'il faut avoir un management aussi adapté avec chacun, encourager peut-être plus les femmes qui auront tendance à ne pas y aller et calmer un peu les ardeurs des hommes qui systématiquement iront. Et c'est ça qui m'intéresse dans la notion d'inclusion. C'est la culture d'entreprise, la structure d'hébergement qui s'assurera vraiment du développement de chacun et pas uniquement de s'enorgueillir dans les médias. On est à 49-51, donc on a une boîte super avec des blagues sexistes à tous les étages. Il faut faire attention à ça. Je crois davantage aux structures d'hébergement qu'aux quotas perso. Julien, je crois, Manu. Tout à fait, Julien aussi, beaucoup de choses à dire, je t'en prie. Après le président toujours, sinon après j'ai des problèmes. On connaît. Je voudrais te remercier d'abord. J'ai entendu beaucoup de non-violence dans tes propos et je suis très sensible à ça. Ne pas transposer ses propres rêves chez les autres, notamment. J'avais une question moi, de sémantique à te poser, Alexandre. Tu sais combien on aime les débats de sémantique dans notre pays. Il y a aujourd'hui toute une génération de dirigeants qui se revendiquent entrepreneurs et qui veulent surtout plus entendre parler du mot de patron. C'est un gros mot, patron, aujourd'hui? Si tu me poses la question et en plus tu as écrit des livres sur le sujet, oui, c'est péjoratif. Aujourd'hui, quand on parle des patrons, Merci Patron, le film ne dressait pas un portrait hallucinant des gens, des dirigeants, donc c'est vu comme péjoratif. Mais là aussi, on est dans une ère où on aime bien tout cataloguer. Et quand tu changes le titre de quelque chose, c'est comme si ça en changeait sa nature. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux parler, par exemple, d'entrepreneur. Tu peux même te dire que tu es un start-upper et tu viens avec un sweat à capuche. Et moi, je connais un paquet de start-upers qui sont des tyrans finis. Ils ont 25 piges, ils ont le sweat à capuche. Ils disent que patron, c'est dégueulasse. Mais peut-être que tu as des patrons de 60 ans qui vont être beaucoup plus caring et vont beaucoup plus faire attention aux gens que des jeunes start-upers de 25 ans. Donc, il ne faut pas se réfugier derrière les mots. Ni les stéréotypes. Ni les stéréotypes. Je pense qu'il y a clairement les mêmes proportions de gens bien et moins bien dans toutes les corporations, à tous les niveaux. Et ce qui compte vraiment, c'est le projet, c'est la vision, c'est le cap qu'on va fixer. Et moi, pour le coup, ma prochaine entreprise, si j'en fais une, je ne sais pas comment je me débrouillerais, mais si je pouvais supprimer les titres, je le ferais parce que c'est un mal très français en plus. Et souvent, on court après les titres, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on se trompe.